Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Alexis pour parler de neurostimulation et notamment de ses activités. Est-ce que tu peux te présenter, Alexis? Oui, donc Alexis Bourla, donc moi je suis psychiatre. Je travaille à la fois à l'hôpital Saint-Antoine sur une unité qui est dédiée au traitement des troubles résistants et aux essais cliniques. Je travaille beaucoup sur les essais cliniques et à la neurostimulation. Donc justement, on va pouvoir en discuter. J'ai un poste de PhD recherche là-bas et à côté de ça, je suis directeur des projets psychiatriques pour le groupe Clariane, qui est un groupe de cliniques psychiatriques et d'EHPAD notamment. Et à côté de ça aussi, j'ai un cabinet libéral en ville qui s'appelle Neurostim. Donc, il y en a plusieurs dans Paris maintenant, où on propose, entre autres, des approches un peu innovantes. Alors peut-être pour se lancer dans le sujet, qu'est-ce que c'est que la neurostimulation? Alors, en gros, il faut comprendre que la neurostimulation, c'est un terme un peu générique pour parler de plein de techniques différentes. On va distinguer un peu les techniques. Alors, toutes les techniques de neurostimulation, elles ont pour point commun le fait qu'elles vont agir directement sur le cerveau, par un biais ou par un autre. Hein. C'est vraiment une action directe des techniques sur le cerveau et sur certaines zones du cerveau. Parfois, pour certaines techniques de neurostimulation, il y a d'autres techniques de neurostimulation qui vont agir sur l'ensemble du cerveau, avec un but qui est d'augmenter ou de modifier le métabolisme du cerveau de manière à augmenter son fonctionnement, de manière à restaurer son fonctionnement si on pense qu'il y a des zones justement qui ont un fonctionnement qui est pas tout à fait comme on voudrait qu'il soit. Donc, on va distinguer la neurostimulation invasive. Donc, c'est celle où on va ouvrir le cerveau. J'exagère. En gros, il va y avoir quand même quelque chose qui va rentrer dans le cerveau. C'est le principe de l'invasivité. Et ça, c'est notamment la stimulation cérébrale profonde. Donc, la stimulation cérébrale profonde, ça consiste à insérer une électrode dans certaines zones du cerveau de manière à moduler de manière extrêmement précise cette petite zone du cerveau qui est souvent située en profondeur. D'accord, c'est pour ça que du coup, on a besoin d'ouvrir la boîte crânienne de manière très localisée. En fait, c'est une chirurgie stéréotaxique souvent. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture. Hein, ils enfoncent juste une petite aiguille de manière à pouvoir insérer le capteur, enfin, la sonde de stimulation. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été développé en fait initialement en neurologie. En neurologie pour soigner les troubles du mouvement, donc Parkinson et les choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte également que ça pouvait avoir un intérêt dans les troubles obsessionnels compulsifs résistants, dans les dépressions résistantes, etc., dans les tics, dans Gilles de la Tourette, enfin, voilà, dans tout un tas de pathologies finalement. Mais évidemment, on est contraint parce que ça nécessite une hospitalisation, ça nécessite un geste invasif. Alors certes, c'est une technique qui est vraiment assez bien tolérée finalement. Il n'y a pas tant de complications que ça, voire même très peu de complications. Mais ça déjà dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose d'assez compliqué d'imaginer avoir une électrode quelque part. Mais par contre, quand ça marche, franchement, ça marche très bien avec des patients qui ne tremblent plus, pour le Parkinson par exemple, ou avec des patients qui n'ont quasiment plus de TOC dans les TOC, etc. Et ça se fait aussi par exemple maintenant dans les troubles du comportement alimentaire de type anorexie sévérissime, avec des collègues de Sainte-Anne qui ont réussi à sauver des patients grâce à cette technique. Donc ça, c'est la technique invasive. Et puis, il y a tout le champ des techniques de neurostimulation non invasives. Et dans les techniques non invasives, la plus connue des techniques de neurostimulation, ça va être la sismothérapie, qui a pas forcément une super bonne presse parce qu'il y a eu tout un tas de films sur le sujet, Volutine Coucou, Requiem for a Dream, enfin tout un tas d'images qui nous viennent comme ça, où on imagine utiliser la sismothérapie prête à visée punitive sur des patients qui sont même pas sédatés. Alors évidemment, ça c'est n'importe quoi. La sismothérapie, même à l'époque de Requiem for a Dream ou de Volutine Coucou, évidemment, les patients étaient anesthésiés, sédatés, et donc il y avait absolument aucune à aucun moment ils ont fait ça sur des patients qui étaient réveillés, sauf peut-être à la préhistoire de la technique, hein, il y a plus de 100 ans. Donc l'idée de cette technique-là, c'est d'appliquer un courant de manière à créer une crise convulsive. Et en fait, c'est pas le courant qui a des effets bénéfiques, c'est la crise convulsive. Il faut imaginer que la préhistoire de la sismothérapie, c'était d'utiliser des produits chimiques pour créer une crise convulsive. Le problème, c'est que quand on utilise des produits chimiques pour créer une crise convulsive, on peut pas savoir à quel moment elle va se déclencher correctement, on peut pas savoir combien de temps elle va durer. Enfin, c'est assez compliqué à contrôler. Et donc finalement, il y a des gens, il y a maintenant effectivement quasiment 70-80 ans, qui ont compris qu'on pouvait créer des crises convulsives
en appliquant un courant. Et donc, du coup, c'est comme ça que finalement, la technique s'est perfectionnée au fur et à mesure. Donc, c'est une technique qui a quasiment 100 ans derrière elle et qui, du coup, maintenant qui est maintenant une technique de pointe, en réalité, qui consiste à effectivement anesthésier le patient, à lui appliquer le courant dans une zone de manière très localisée, soit au niveau des tempes, soit au niveau de l'apex et d'une tempe, etc. Enfin, il y a plusieurs types de techniques différentes de sismothérapie avec un courant carré pulsé. Et il va y avoir, du coup, création d'une crise convulsive très brève, donc extrêmement limitée. Il va durer entre 15 et 30 secondes, voilà. Et on sait que la répétition de ces crises d'épilepsie sur quelques semaines permet clairement d'avoir un effet thérapeutique, puisque c'est une de nos techniques qui permet d'avoir la plus grande efficacité quasiment dans certains types de dépressions, notamment dans les dépressions mélancoliques, dans les dépressions catatoniques, dans certaines dépressions très résistantes, etc. On sait que parfois on n'a pas le choix, il faut utiliser cette technique. Donc on le fait rarement de gaieté de cœur, mais par contre c'est très efficace. C'est très efficace et globalement, à part des problèmes de mémoire qui sont réels, il peut y avoir des problèmes de mémoire, notamment de mémoire immédiate, c'est-à-dire que les patients ils vont pas forcément se souvenir très bien du moment où ils ont vécu cette cure, et puis il peut y avoir rarement des lacunes mnésiques dans le passé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des patients qui ont des trous de mémoire de certaines petites périodes de leur vie. Globalement, à part ça, c'est quand même une technique qui est bien tolérée et qu'on peut faire chez des personnes de tout âge quasiment, qu'on peut faire chez des personnes, des femmes enceintes notamment. Donc vraiment, c'est quelque chose qui devrait être plus utilisé probablement et qui ne l'est probablement pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de plateaux techniques de neurostimulation par sismothérapie qui ferment, parce que c'est une activité qui est absolument pas rentable. Et donc, on se retrouve avec des régions où il n'y a pas de sismothérapie et où ils sont obligés d'envoyer des patients dans d'autres régions, loin de leur famille, pour en bénéficier, etc. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est une des premières techniques, effectivement, de neurostimulation non invasive. Donc après, il y a une autre grande technique de neurostimulation non invasive qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Donc ça, c'est une technique qui est plus récente. En gros, les prémices de cette technique, ça date des années 1985. Et à la base, la RTMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne, qu'on appelle RTMS, c'est une technique qui avait été développée essentiellement pour à visée diagnostic. C'est-à-dire que c'était une sonde qu'on posait sur la tête, essentiellement au niveau de la zone motrice du crâne, de manière à envoyer un influx et à pouvoir le capter à distance, au niveau des mains ou au niveau des pieds, pour savoir s'il y avait un ralentissement sur les nerfs qui conduisent l'influx du cerveau jusqu'aux pieds ou jusqu'aux mains. Et si jamais on voyait qu'il y avait un ralentissement, et ben on se disait il y a peut-être quelque chose qui bloque le signal, une hernie, une compression ou des nerfs qui dysfonctionnent parce qu'il y a une inflammation, etc. Donc c'était vraiment quelque chose plutôt de diagnostic à l'époque. Et puis on s'est rendu compte, en appliquant de la neurostimulation de ce type-là chez plusieurs patients, on s'est rendu compte, un peu par sérendipité, que ça avait des effets sur l'humeur. Donc il y a eu quelques patients où on a remarqué qu'ils avaient une dépression et qu'ils avaient quasiment plus de dépression après avoir fait plusieurs fois ces examens ou plusieurs fois ces choses-là. Et donc du coup, il a commencé à y avoir des essais cliniques. Les premiers essais cliniques, ils datent des années 90. Donc d'abord, c'était sur des petites populations de patients, 5-6 patients, etc. Et on connaissait pas très bien les paramètres de stimulation à utiliser. Et puis après, dans les années 96 à peu près, il y a une première étude qui a été faite et qui a été publiée dans une revue extrêmement prestigieuse, le Lancet. Et ça, c'était une étude sur une 50aine de patients qui avaient une dépression résistante. Et ils ont montré pour la première fois, contre placebo, donc c'est-à-dire qu'ils avaient utilisé une sonde, ils avaient comparé les groupes, ils avaient divisé le groupe en deux, et puis il y avait la moitié du groupe du coup qui avait une fausse stimulation, et puis il y a l'autre moitié qui avait une vraie stimulation. Et bien, ils ont montré qu'il y avait une différence très nette entre les deux groupes. Et ils ont montré que dans le groupe qui recevait vraiment la stimulation, il y avait à peu près 60% des gens qui avaient leurs symptômes qui étaient réduits de moitié. Donc c'était quelque chose qui était quand même assez significatif. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, les gens ont continué de faire des études là-dessus. Et il y a eu un effet boule de neige, avec de plus en plus d'études qui ont été faites, et pour arriver quasiment à 1000 essais cliniques randomisés sur le sujet, dans diverses pathologies, pas toutes sur la dépression résistante, puisque maintenant on utilise la RTMS dans tout un tas d'autres pathologies, dont je vais parler après si tu veux. Mais globalement, cette technique, elle a été suffisamment étudiée pour qu'il y ait des recommandations internationales sur le sujet. Donc, en 2008, aux États-Unis, il y a eu une première grande recommandation, une première autorisation de la FDA
sur le sujet de manière à pouvoir permettre aux médecins là-bas de faire de la neurostimulation en routine. Donc, il y a eu un agrément de la FDA. Et puis après, il y a tous les autres pays qui ont commencé à suivre ce chemin-là, parce que eux aussi, ils ont fait leurs propres études, etc. Et donc, il y a eu les Anglais, les Allemands, les Australiens, les Autrichiens, etc. Donc, il y a eu énormément de pays qui se sont mis proposer cette technique et à la recommander dans leurs recommandations officielles de traitement de la dépression résistante. En France, globalement, ça a été recommandé récemment, puisque dans les recommandations de traitement de la dépression résistante qui ont été faites par l'AFPBN, c'est l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologique, il y avait eu des premières recommandations sur le traitement de la dépression résistante en 2017, où déjà ils évoquaient à ce moment-là la RTMS. Et puis en 2024, là donc très récemment, il y a eu de nouveau des recommandations françaises, donc des sociétés savantes, sur le traitement de la dépression résistante. Et alors elles disent quoi ces recommandations? Elles disent que quand on a un patient qui résiste au traitement, c'est-à-dire donc la résistance, elle est définie par le fait que les médicaments, souvent, alors les gens souvent ils ont fait de la psychothérapie avant, etc., et puis ils en sont arrivés aux médicaments. Eh ben, on essaye plusieurs médicaments, en général au minimum 2, et si jamais il y a au moins 2 traitements qui ne fonctionnent pas, alors même que le patient il les a eu pour une durée suffisante, à une dose suffisante, qu'on a contrôlé au niveau sanguin, que le médicament était équilibré, etc., eh ben, les recommandations, c'est d'essayer d'autres choses en adjonction au traitement antidépresseur. Donc, on va rajouter quelque chose en plus pour essayer de faire en sorte que le patient puisse sortir de sa dépression. Et donc, dans ces recommandations, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils proposent plusieurs stratégies. Alors, ils proposent évidemment de rajouter des régulateurs d'humeur, par exemple du lithium ou du lamictal. Ils proposent de rajouter des antipsychotiques atypiques qui ont des effets régulateurs d'humeur, très souvent, donc la quétiapine, etc., ou la Abilify. Et puis, ils vont proposer des techniques de neurostimulation, sismothérapie et RTMS. Et puis aussi un agoniste dopaminergique qui s'appelle le Cifrol. Donc ça, c'est la première étape. Quand on est confronté à un patient qui a une dépression résistante, le psychiatre, il a le droit, entre guillemets, enfin, on lui recommande, même c'est pas qu'il a le droit, c'est qu'on lui recommande d'utiliser une de ces techniques pour essayer de sortir son patient de la dépression. Et si jamais ça marche pas, là, il y a une deuxième escalade, il y a une deuxième possibilité d'utilisation d'autres choses. Et là, on propose encore d'autres antipsychotiques atypiques, des hormones thyroïdiennes, etc. Et puis, dans la première étape, il y a aussi l'eskétamine. Et puis après, dans la deuxième étape, il y a aussi la kétamine en IV. Enfin voilà, en gros, les recommandations, elles proposent différentes alternatives thérapeutiques. Et la RTMS, maintenant, fait partie des recommandations officielles de traitement de la dépression résistante en France. Alors ça s'oppose à des recommandations de l'HAS. Alors, l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, en 2022, elle avait été sollicitée pour savoir si c'était intéressant de faire de la RTMS dans le système social français, avec une question qui lui avait été posée, c'est est-ce qu'il faut rembourser cette technique? Et à l'époque, en 2022, la HAS a fait une petite analyse sur une petite proportion de la littérature, donc elle n'a pas inclus des centaines d'études, elle en a inclus 8, dont un certain nombre qui n'étaient pas adaptés puisqu'elle portait sur des adolescents ou elle portait sur des gens qui avaient un stress post-traumatique, etc. Et finalement, ils ont dit, ben non, pour l'instant, vu l'analyse qu'on a fait nous de la littérature, on considère que il n'y a pas de raison de la rembourser. Donc évidemment, il y a eu un tollé monstrueux de la part des sociétés savantes, de la part des médecins, de la part de tout le monde, avec des discussions un peu tendues par moments, et puis il y a eu des gens qui se sont saisis de ça et qui ont fait même des tribunes dans la presse. Il y a eu une tribune dans Le Monde pour essayer de parler de cette histoire. Et finalement, ils ont proposé de faire une grande étude, une vaste étude sur le sujet, de manière à essayer d'apporter de clore la discussion en France, sachant que la discussion est déjà finie dans tous les autres pays. Mais en France, on en est encore là. Donc, du coup, on se pose la question. On a soumis un protocole de recherche de manière à essayer de valider de manière définitive et assurer l'intérêt de la RTMS dans le système social français. Et donc, du coup, cette étude, j'espère, verra le jour dans les mois ou les années qui viennent. Donc, on en est un petit peu là sur la RTMS. Donc, comment elle fonctionne, cette RTMS? Tu veux m'interrompre? Pour l'instant, c'est remboursé ou c'est pas remboursé par la sécurité sociale? Pour l'instant, du coup, ça n'est pas remboursé. Okay. Ça n'est pas remboursé. Alors attention, en fait, ce qu'il faut distinguer, c'est deux choses. La RTMS, elle est utilisée dans plein d'endroits, d'accord, et notamment dans plein d'hôpitaux. Et les hôpitaux, en fait, proposent la RTMS dans le cadre du forfait hospitalier, ce qui veut dire que les gens n'ont pas à débourser d'argent pour faire de la RTMS dans un CHU ou dans un hôpital. Quand on est en clinique, ça va dépendre des cliniques. Il y a des cliniques qui vont proposer la RTMS, pareil, dans le cadre du forfait d'hôpital de jour, dans le cadre du forfait hospitalier pour les patients qui sont hospitalisés. Donc, pareil, ils n'ont pas besoin de payer. Dans les cabinets libéraux, c'est parfois compliqué. Il y a donc des patients qui vont devoir payer avec un reste à charge. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'actuellement, il y a un gros problème de disponibilité de cette technique, parce que quand bien même il y en aurait dans tous les CHU, des CHU, il y en a 33 en France, et dans une trentaine d'hôpitaux en plus,
ça ferait qu'on a un pool de plateaux techniques qui permettent de faire de la neurostimulation par RTMS, qui est quand même très limité. On estime actuellement qu'il y a entre 100, 150 plateaux techniques peut-être qui proposent ce traitement. Et sachant, et ça je vais venir un peu si tu veux qu'on parle du détail finalement de comment se passe une cure, mais une cure de RTMS, ça dure assez longtemps pour un patient. Alors, le patient, il va venir au minimum 3 semaines si jamais il a 2 séances par jour, et sinon en général c'est 6 semaines quasiment pour le traitement de la dépression. Ce qui veut dire que pendant 6 semaines, un des créneaux de la machine est pris par un patient. Et un créneau, globalement, c'est à peu près une demi-heure. Voilà, il faut compter 15-20 minutes de stimulation, et donc du coup, ça veut dire que pendant 6 semaines, le créneau est pris pour un patient. Ce qui veut dire qu'on peut pas traiter beaucoup de patients en même temps sur une machine. On peut traiter qu'une dizaine ou une quinzaine de patients sur la journée. Donc, et ces 15 patients, ils vont être là pendant 6 semaines. Donc, toutes les 6 semaines, on peut avoir 15 nouveaux patients. Donc, en fait, ça va assez vite. Globalement, on peut avoir que sur un plateau technique, on peut traiter une centaine de patients par an, à peu près. Donc, forcément, c'est assez limité. Donc, si jamais on a une centaine de plateaux techniques en France qui peuvent traiter 100 patients par an, clairement, on a un nombre de patients potentiellement traitables qui est quand même très minime. On va être plutôt autour de 10 000 patients probablement qu'on peut traiter par an, alors même qu'on estime que la dépression résistante, elle touche à peu près 30 à 40% des gens qui souffrent de dépression. Et on sait qu'il y a à peu près 5% de la population qui potentiellement a des symptômes de dépression parfois sévères. Donc on aurait plutôt 3 millions de patients éligibles, en réalité, enfin 30% de 3 millions de patients éligibles. Donc du coup, on sait que nos capacités actuellement de traitement en neurostimulation sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'il faudrait pouvoir proposer vu la masse de gens qui pourraient en bénéficier. Donc voilà, ça c'est un véritable problème. Donc non, la RTMS, on n'y a pas souvent accès. Il y a des listes d'attente parfois à l'hôpital. Des fois, il y a 6 mois d'attente, 1 an d'attente. Et puis, j'ai oublié de préciser, mais la neurostimulation par RTMS, on l'utilise aussi beaucoup dans la douleur, dans les douleurs neuropathiques. Et du coup, les centres de traitement de la douleur sont tous quasiment en train de s'équiper avec cette technique. Et là, on trouve aussi des délais d'attente qui sont 1 an, 1 an et demi, 2 ans parfois. Donc, du coup, c'est une technique qui est assez peu accessible, malheureusement. Ça, c'est vrai. Alors, du coup, l'idée de la neurostimulation par RTMS, c'est quoi? C'est de permettre de modifier le métabolisme d'une zone cérébrale précise, soit en augmentant son métabolisme, soit en diminuant son métabolisme. Et ça va dépendre en fait de la fréquence de stimulation. Si on stimule en haute fréquence, on va avoir tendance plutôt à augmenter le métabolisme de la zone. Si on stimule en basse fréquence, on va plutôt avoir tendance à le diminuer. Alors, ce qu'on appelle la haute fréquence, c'est le nombre d'impulsions par seconde. C'est-à-dire que si jamais on envoie plus de 10 impulsions par seconde, on est en haute fréquence. Et puis, si on envoie une impulsion par seconde, donc du 1 Hz, on va plutôt être en basse fréquence. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir agir sur le métabolisme de la zone qui nous intéresse. Et en fonction des pathologies, on va pas agir sur les mêmes zones. Donc, typiquement, dans la dépression résistante, on va agir plutôt sur le cortex préfrontal, donc cette partie du cerveau qui est juste derrière le front. Et on va agir soit sur le côté gauche, et là, on va plutôt être en haute fréquence, soit sur le côté droit, et là, on va plutôt être en basse fréquence. Mais par exemple, dans les TOC, on peut agir sur le cortex orbitofrontal, qui est juste là, ou sur le SMA, donc la zone motrice supplémentaire. Dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'on commence aussi à le faire dans les maladies neurodégénératives, on va plutôt agir sur le précuneus, ou alors on va faire ce qu'on appelle de la RTMS-COG, c'est de la RTMS où on fait de la remédiation cognitive en même temps, et souvent c'est de la RTMS multisite. On va aller sur plusieurs zones du cerveau en même temps. Dans les troubles anxieux, on va plutôt être en basse fréquence à droite. Dans la douleur, on va plutôt être sur le cortex moteur. D'accord. Dans la schizophrénie, puisqu'on peut utiliser la RTMS dans les hallucinations résistantes de la schizophrénie, on va plutôt être sur la jonction temporopariétale, donc sur une zone qui est plus à l'arrière du crâne, un peu au-dessus de l'oreille, et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que toutes ces zones-là, elles ont été vraiment étudiées. Et si on fait les troubles bipolaires, justement, parce qu'on est un peu concerné? Alors sur les troubles bipolaires, en fait, ce qui va compter, c'est dans quelle phase on le fait, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait ça pour traiter des symptômes qui sont des symptômes actifs. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne fait pas de RTMS chez des patients qui sont euthymiques ou qui sont asymptomatiques. On ne le fait que parce qu'il y a des symptômes qui sont actifs. Et donc, si jamais, dans le cadre de la bipolarité, on est dans une phase dépressive, on va plutôt avoir tendance à faire le traitement qu'on fait dans la dépression classiquement, c'est-à-dire de la haute fréquence à gauche. Maintenant, il y a certaines
certains troubles bipolaires qui fluctuent beaucoup. On va avoir soit de la mixité, soit avoir des cycles rapides ou des choses comme ça. Et là, dans les cycles rapides ou dans la mixité, il y a certains auteurs qui considèrent qu'il faudrait plutôt faire de la haute fréquence de l'autre côté pendant un petit moment, et puis après faire de la haute fréquence de l'autre côté. Enfin, il y a tout un tas de protocoles en fait qui sont en cours, soit d'études, soit qui ont été utilisés. Et par exemple, je donne cet exemple souvent parce que c'est des collègues londoniens qui ont mis ça en place pour ce qu'on appelle la bipolarité un peu infraclinique, c'est-à-dire les patients qui sont sur le spectre bipolaire, mais qui n'ont pas forcément fait d'épisodes maniaques francs ou d'épisodes hypomaniaques, mais qui vont plutôt avoir soit de la cyclothymie, soit des cycles un peu rapides de dépression ou des choses comme ça. Et ben eux, ce qu'ils avaient mis en évidence, c'est qu'il y avait un grand nombre de ces patients qui avaient une altération sur un gène de la thyroïde. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils associaient à la fois de la RTMS et un traitement thyroïdien, par hormone thyroïdienne, qui parfois ils montaient à haute dose. Ils ont trouvé des résultats hyper intéressants sur ces patients-là, avec vraiment une stabilisation de l'humeur dans une grande proportion de cas. Alors évidemment, ça nécessiterait de faire un essai clinique randomisé, contrôlé contre placebo pour vérifier s'il n'y avait pas des facteurs confondants. Mais voilà, il y a plein d'études en ce moment sur la bipolarité infraclinique ou sur la bipolarité en RTMS. Il y a énormément d'études. Il faut imaginer que c'est un champ, la neurostimulation par RTMS, qui est en permanence en mouvement, dans la mesure où il y a des nouvelles études qui sortent quasiment toutes les semaines. Donc ça nécessite de se mettre à jour. Donc en fait, donc il y a des recommandations assez officielles qui sont sorties sur ce qu'on appelle les recommandations de Le Faucheur. Donc ça, c'est quelqu'un qui a analysé un peu, qui a fait un énorme travail d'analyse de la littérature pendant assez longtemps. Il a regardé toutes les études sur le sujet et il a dit ces études-là, elles sont solides, donc du coup on va considérer que cette technique qu'ils ont utilisée, elle me paraît intéressante. On va lui attribuer un niveau de confiance important. On va dire que c'est un niveau A de recommandation. Celle-là, il y a un peu moins d'études. Celle-là, il y a un peu moins d'études. Ou celle-là, il y avait des études mais il y a quelques biais. Donc du coup, en fonction de ça, il a donné une sorte de note. Il a dit ça c'est du niveau A, ça c'est du niveau B, ça c'est du niveau C, etc. Et donc du coup, on sait à peu près actuellement quels protocoles ont un niveau de recommandation et de confiance assez élevé. Mais ces recommandations de Le Faucheur, elles prennent pas en compte tout ce qui est sorti après la recommandation. Donc, il y a eu une première recommandation, je crois que c'était en 2012 ou 2014. Et puis après, il y a eu deux nouvelles recommandations en 2020 ou 2021, je me souviens plus. Mais en gros, voilà, ça sort à intervalles réguliers. Mais entre la dernière recommandation et maintenant, il s'est passé 3-4 ans déjà. Et en 3-4 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de nouveaux traitements. À titre d'exemple, ça n'a pas à voir avec la bipolarité, mais pendant très longtemps, on pensait que le traitement des hallucinations résistantes dans la schizophrénie en RTMS, c'était de faire de la basse fréquence sur la jonction temporopariétale. Et il y a plein de protocoles en basse fréquence sur la jonction temporopariétale. Et là, il y a des collègues de français qui ont montré que si on faisait une autre technique, donc un paradigme même en haute fréquence ou en theta burst, on pouvait aussi avoir une amélioration des symptômes de manière assez importante. Probablement parce qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément qu'il faut inhiber le métabolisme dans cette zone, c'est peut-être qu'en fait, il faut rendre la fonction à cette zone, et donc peut-être qu'en augmentant le métabolisme, en modulant le métabolisme de la zone, on lui rend sa fonctionnalité, et donc ça permet de diminuer les hallucinations dans la schizophrénie. Donc on en est là, ça veut dire que des paradigmes qui étaient assez bien ancrés dans ce domaine peuvent se modifier au gré des nouvelles études qui sortent. Mais ça, c'est valable un peu pour toute la médecine. Si demain, il y a une nouvelle étude qui sort pour le traitement et qui montre que tel traitement est finalement plus efficace que telle molécule, les médecins vont changer théoriquement leur pratique et vont essayer d'appliquer un peu les recommandations ou d'appliquer un petit peu les dernières données de la science. Voilà. Donc ça, c'est la neurostimulation par RTMS. Je pense qu'on pourrait revenir. Je vais juste finir sur les autres techniques de neurostimulation puisqu'on avait commencé un peu par ça. Il y a d'autres techniques de neurostimulation non invasive qu'on appelle la TDCS. C'est la stimulation transcrânienne à courant direct, où là, ça va être un petit appareil comme une sorte de batterie, enfin en gros c'est alimenté par des piles, qui vont envoyer un courant qui est extrêmement faible, en gros c'est 2 milliampères, avec une anode et une cathode, et on va fixer l'anode sur la zone qu'on a envie de stimuler, on va fixer la cathode sur la zone qu'on a envie d'inhiber. Et donc du coup on se retrouve sur des configurations un peu comme en RTMS, on va mettre plutôt l'anode sur le préfrontal gauche et puis la cathode sur le préfrontal droit, et donc du coup ça va envoyer un courant qui va permettre d'inhiber un peu à droite et d'augmenter un peu le métabolisme à gauche, et en fait ça va modifier la probabilité que les neurones se dépolarisent et faire en sorte de sensibiliser un peu toutes ces zones corticales. Et on sait que ça peut avoir des effets bénéfiques, notamment dans les troubles cognitifs. On sait que ça a des effets sur tout ce qui va être concentration, attention, mémorisation, etc. Donc c'est pas inintéressant, notamment dans les dépressions très ralenties, ou les dépressions où les patients ont des troubles cognitifs importants. Alors évidemment, ça se suffit pas à soi-même. Souvent, ces techniques de neurostimulation, et ça c'est valable aussi pour la RTMS, on les ajoute en fait au traitement que le patient prend initialement.
C'est-à-dire qu'on va pas remplacer forcément le traitement qui est pris, on va plutôt ajouter ça. Et si jamais ça marche super bien, et ben là, peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir essayer de baisser le traitement médicamenteux. Ce qui est compliqué, c'est de faire les deux en même temps. Typiquement, si on retire un traitement et qu'on rajoute un traitement, bah finalement, on sait plus trop ce qu'on fait. Parce que si le patient, il a des effets, voilà, il se sent pas bien parce qu'on a baissé le traitement médicamenteux, qui marchait pas super bien, mais qui marchait un petit peu, et ben forcément, il va avoir des effets négatifs. Il va y avoir des choses qui vont remonter. Et finalement, ça va masquer peut-être les effets de la neurostimulation, ou ça va rajouter un biais, ça va rajouter quelque chose, un facteur confondant. Donc, on aime bien rajouter de la neurostimulation sur un état qui est globalement un peu stable, c'est-à-dire qu'on n'a pas modifié les traitements trop souvent avant, qu'on est sur un état un peu voilà, une zone de stabilité. On rajoute de la neurostim et on voit si ça permet d'améliorer, de sortir le patient de sa dépression. Si c'est le cas, parfois on fait de la consolidation, c'est-à-dire qu'on continue de faire des séances un peu par la suite. Et puis à ce moment-là, on essaye parfois de retirer effectivement doucement, parce que je pense qu'il faut toujours aller doucement avec les médicaments, les traitements. Et on fait une décroissance douce des médicaments éventuellement, ou alors on se rend compte parfois que c'est la synergie entre les deux qui fonctionne le mieux, et qu'en fait les médicaments fonctionnaient pas super bien parce que peut-être justement il y a une difficulté au niveau métabolique, au niveau du cerveau, et que quand on règle cette difficulté métabolique, quand on modifie le métabolisme, et ben là les médicaments commencent à fonctionner correctement. Donc voilà, donc parfois les deux sont nécessaires. Ouais, c'est un vaste sujet et c'est impressionnant parce que, enfin, pour ma part, moi, j'étais diagnostiqué il y a quelques années et avec Upstage, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis sur le projet et c'est vrai qu'on entend assez peu parler du sujet. Et pourquoi? Parce qu'on entend à peu près tout le temps parler des médicaments, de la psychothérapie, etc., etc. Nous, on parlait énormément aussi un petit peu des fondamentaux qui sont l'hygiène de vie. Pourquoi est-ce que la neurostimulation, c'est encore un peu, comment dire, presque de niche, j'ai envie de dire. Et il y a aussi une autre question, c'est parce que tu l'as un petit peu abordé avec le fait qu'on a une image un peu négative. C'est en fait il y a un problème de perception et il y a un problème de méconnaissance. Et ça c'est un sujet qu'on est en train de régler ensemble d'ailleurs. Hein. Maintenant, je suis curieux d'avoir ton avis. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un sujet dont on a très très peu parlé pendant des années. Alors là, depuis un an ou deux, on commence quand même à en parler un petit peu plus. Il faut imaginer qu'en 2017 en France, il y avait même pas 40 centres qui étaient équipés. Hein. Donc 40 centres en France, ça, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et ça fait que quelques années finalement qu'on augmente progressivement le nombre de centres et que la discipline se répand. Moi, j'avais encadré une thèse d'un de mes internes qui avait fait sa thèse sur l'acceptabilité des techniques de neurostimulation par les psychiatres. C'est-à-dire que lui, il avait interrogé 500 psychiatres pour essayer de leur demander, pour essayer d'évaluer leur connaissance sur la neurostimulation. Donc, on avait fait à la fois la sismothérapie, la RTMS et la TDCS. Et il avait essayé de regarder si les psychiatres acceptaient la technique, s'ils la trouvaient intéressante, s'ils pensaient la prescrire, etc. Donc, on avait tout un modèle d'acceptabilité du sujet. La première chose dont on s'est rendu compte, alors, mais ça date un petit peu, hein, ça date des années 2020, donc ça fait 4-5 ans. Première chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une méconnaissance de la part des psychiatres. C'est-à-dire qu'il y avait que 1 psychiatre sur 10 qui connaissait la TDCS, et il y avait que 1 psychiatre sur 4 qui connaissait la RTMS à l'époque. Alors, je pense que si on refaisait donc ça veut dire que clairement il y avait un problème de connaissance sur le sujet. Hein, ça, il y a aucun doute là-dessus. Pour que qu'il y ait qu'un quart des psychiatres qui connaissent cette technique, c'est clairement qu'il y a des difficultés, à ce niveau-là. Donc, s'il y a qu'un quart des psychiatres qui connaissent, dans la population générale, forcément, c'est encore moins, puisque bon. Et donc, on s'est rendu compte que les psychiatres qui connaissaient la technique étaient très enclins forcément à la prescrire, c'est-à-dire qu'ils connaissaient bien le sujet, ils savaient que ça pouvait fonctionner. Et les psychiatres qui connaissaient pas la technique étaient le plus réticents à la prescrire parce qu'en fait, ils avaient aucune idée de comment ça fonctionnait, ils savaient pas ce que c'était, etc. Donc, il y a eu des gros efforts qui ont été faits quand même. Dans la plupart des congrès maintenant de psychiatrie, il y a des séances et des sessions qui sont maintenant dédiées à la neurostimulation. Donc, il n'y a plus aucun congrès dans lesquels il n'y a pas au moins une session dédiée à neurostimulation, dans lequel il n'y a pas au moins une trentaine de posters dédiés. Et maintenant, dans la plupart des grandes revues de psychiatrie, qu'elles soient internationales ou nationales, il y a des articles beaucoup plus régulièrement qui sortent. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était quand même un sujet relativement de niche. Il y avait quelques revues spécialisées, Brain Stimulation, Journal of ICT. Enfin, là, il y a tout un tas de revues
dédiés à la neurostimulation. Et maintenant, on trouve des articles sur la neurostimulation dans le New England, dans le Lancet, dans des revues aussi beaucoup plus généralistes. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui connaissent. Et maintenant, il y a même des médecins généralistes qui connaissent. Il y a de plus en plus de monde qui connaît ça. Mais effectivement, on en parle beaucoup moins que les médicaments parce que ça reste malgré tout une pratique assez spécialisée, avec assez peu d'endroits finalement qui le font. Et c'est compliqué pour des psychiatres qui n'ont pas accès à la technique et qui peuvent pas référer leurs patients dans un centre ou qui savent qu'il va y avoir 1 an d'attente pour leur centre ou qui de toute façon n'ont pas l'habitude de référer des patients au CHU, etc., d'aller parler de ce type de technique à leurs patients. Parce que dire à un patient, ben oui, là, je suis en difficulté. Enfin, je suis en difficulté. En tout cas, clairement, on est arrivé dans un moment où on n'arrive plus à traiter certains de vos symptômes. Ça serait intéressant de tester des nouvelles thérapeutiques. Et parmi ces thérapeutiques, il y a la neurostimulation. Mais je peux pas vous proposer ça parce que de toute façon, il y a 1 an d'attente ou parce qu'il y en a pas dans la région. C'est se mettre soi-même et le patient dans une position qui est un peu délicate. Donc, je pense que ça fait aussi partie de la problématique. Mais il y a un effort assez important qui est mis en place actuellement pour essayer d'informer les gens, pour essayer de développer tout ça, pour essayer de démocratiser entre guillemets cette technique, avec heureusement de plus en plus de psychiatres qui se forment, avec un intérêt de la part des internes sur ces techniques. Voilà, je pense que les choses vont bouger et que la France devrait rattraper une partie de son retard sur le sujet. Il faut imaginer quand même que dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est quand même très répandu ces techniques-là. Hein. Au Canada, c'est une problématique un peu particulière parce que c'est tellement vaste le Canada qu'il y a plein de problèmes d'accessibilité aussi aux techniques. Mais globalement, les médecins sont, si jamais ils proposent de la neurostimulation à leurs patients, c'est valorisant. Enfin, c'est même valorisé. C'est-à-dire que l'État leur dit qu'ils ont fait des choses correctement. Ils valorisent le fait que les médecins envoient en neurostimulation plutôt que represcrire encore un médicament dont on sait que malheureusement, il y a une proportion non négligeable de patients qui vont pas forcément en bénéficier. Donc voilà, donc, les choses sont en train de bouger, mais clairement, ça compte. Après, sur ce que tu disais par rapport à la stigmatisation des techniques, cette stigmatisation, on la retrouve beaucoup, effectivement, sur la sismothérapie. Sismothérapie, malheureusement, a mauvaise presse. Stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire le fait d'implanter une électrode, ça a mauvaise presse. Dans ces 2 grands cas, il y a tellement d'images au cinéma, dans la littérature, dans les séries, que forcément, on se dit, voilà, les patients ont des angoisses par rapport à ces techniques. Alors même que, comme je disais, elles sont plutôt très bien maîtrisées et certes, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des effets indésirables, il peut y avoir tout un tas de choses, mais statistiquement, le bénéfice est quand même supérieur au risque, dans la majorité des cas. Et pour les RTMS, c'est un peu différent. Sur les RTMS, on va avoir évidemment une proportion de patients qui disent oui, avoir des ondes magnétiques qui vont aller stimuler une zone de mon cerveau, c'est compliqué, c'est quelque chose qui m'inquiète, etc. Mais on a aussi beaucoup de gens qui, à l'inverse, sont très réticents à l'idée de prendre des médicaments et qui voient cette technique comme quelque chose presque de plus naturel et de moins invasif que les médicaments qu'on va devoir prendre tous les jours. Et ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. En RTMS, on va agir directement sur le métabolisme très localisé, de manière très localisée, et surtout la balance bénéfice-risque est souvent très favorable parce que les risques de la RTMS sont relativement restreints. Dans les RTMS, les effets indésirables, ils sont bien connus, ils sont assez limités. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu mal au crâne, on peut avoir mal sur la zone de stimulation. Avec les anciennes machines qui faisaient beaucoup de bruit, les patients pouvaient avoir des acouphènes, donc on leur mettait des bouffons d'oreilles pour éviter que ça sensibilise leurs oreilles. Avec les nouvelles machines, honnêtement, ça a quasiment disparu. Maintenant, le bruit est devenu très minime. Ça peut entraîner de la fatigue pendant la cure, parce que les patients peuvent avoir leur métabolisme du cerveau qui augmente. Donc du coup, le cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Donc forcément, si on augmente son métabolisme, on peut ressentir des coups de fatigue. Donc c'est pour ça que c'est assez important de faire attention à sa nutrition, à son hydratation, de prendre des boissons enrichies en électrolytes, de prendre des oméga 3, enfin de prendre des vitamines aussi pendant cette cure-là, pour essayer d'améliorer justement cette fatigue. Et le risque principal de la technique, mais qui est en réalité anecdotique chez les patients qui ne souffrent pas d'épilepsie, c'est la crise convulsive. Donc il y a un risque théorique de créer une crise convulsive, puisqu'on va stimuler électriquement par une onde magnétique, mais au niveau chimique et au niveau du neurone, c'est une conduction électrique, puisque les neurones fonctionnent de manière électrique. Et donc du coup, le risque, c'est effectivement de déclencher une crise d'épilepsie. Ce risque est quasiment à zéro. Je crois que c'est 0,004% chez les patients qui n'ont pas de crise d'épilepsie, qui n'ont jamais fait de crise d'épilepsie. Donc sur l'ensemble quasiment des plateaux techniques de France, je pense qu'on doit être quasiment à zéro crise d'épilepsie sur cette machine. Donc, on est vraiment sur une technique qui est quand même assez safe, assez sécurisée.
Et donc, du coup, il y a beaucoup de patients qui disent, bon, bah voilà, c'est une technique qui fait pas prendre de poids, puisqu'elle est pas, elle agit pas sur sur le métabolisme global. Il n'y a pas de trouble de la libido. Ok, on est un peu fatigué. Ok, on peut avoir un peu mal au crâne. Ok, il y a ce risque qui est théorique d'avoir une crise d'épilepsie, mais en même temps, ça se fait en environnement sécurisé, puisque ça se fait avec des médecins, etc. Donc, on sait prendre en charge si jamais il y a le moins de complications. Comparativement aux médicaments, où là, par contre, voilà, je sais pas si je vais pas prendre du poids, je sais pas s'il va pas y avoir des effets indésirables sur ma libido, je sais pas si je vais pas être fatigué aussi, parce qu'il y a des médicaments qui peuvent fatiguer, etc. Voilà, donc les gens pèsent le pour et le contre, et il y en a un certain nombre qui sont réticents aux médicaments et qui du coup vont aller vers ce type de technique. Donc voilà, donc sur la partie stigmatisation, elles ont à la fois bonne presse et mauvaise presse, les techniques de neurostimulation, parce que parfois, chez certaines personnes, ils se disent que ça permet d'éviter de prendre des médicaments. Ouais, et on le voit beaucoup, hein. MS, le côté médicaments, les effets secondaires qui sont importants, et ensuite un petit peu le côté bon, j'arrête, et de le faire, on va dire rarement, parce que arrêter avec son psychiatre de manière progressive, à la limite, c'est compliqué, mais bon, on va dire que c'est mieux. Et du coup, non, mais c'est hyper intéressant parce que même en termes de discours, le fait d'avoir cette alternative, c'est vraiment génial. Parce que, bah ouais, notamment au niveau de la prise de poids, nous on le voit énormément, c'est une contrainte quand même significative. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, parce que le fait d'être dans une dépression résistante, parce que c'est un petit peu compliqué de savoir est-ce qu'on est en dépression, est-ce qu'on est en dépression résistante. Tu as indiqué du coup, Alexis, que déjà on teste avec des médicaments, on va dire, pour voir si on sort de la dépression avec 2 médicaments. C'est vraiment ça qu'on doit avoir comme réflexe lorsqu'on est concerné par la bipolarité, qu'on est en dépression, de se dire je testais 2 médicaments pendant, je sais pas, 3 mois. Donc la dépression, hélas, ne s'est pas atténuée. Je dois avoir le réflexe de contacter, par exemple, Neurostim pour faire, je sais pas, le RTMS ou quelque chose comme ça. Quelle est la réflexion que doit avoir côté patient? Alors, globalement, cette réflexion, elle devrait plus avoir lieu du côté du médecin. Le patient, évidemment, peut s'interroger, mais le médecin, lui, il est censé avoir tout un algorithme dans sa tête qui lui permet de voir justement ce qu'il en est de la dépression résistante. Parce que il y a plein de causes à la résistance au traitement. Parfois, le premier traitement n'a pas marché. Enfin, parfois, le traitement ne marche pas parce que le traitement ne s'accumule pas correctement, ou parce qu'il n'est pas absorbé correctement, ou parce qu'il y a une interaction médicamenteuse qui fait qu'il y a le médicament qui fonctionne pas bien, ou parce que le patient est métaboliseur rapide, et donc du coup, au niveau de la génétique de son foie, il va éliminer le médicament trop vite. Donc en fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. C'est-à-dire que pour parler de dépression résistante, souvent, en fait, on fait une enquête. Le médecin doit faire une enquête. Donc, en général, c'est vrai que après un premier échec de médicament, on se dit que c'est tellement fréquent qu'un premier antidépresseur ou un premier médicament ne fonctionne pas dans la dépression que on fait pas forcément l'enquête à ce moment-là. Parfois, on se dit bon bah voilà, je vais changer de molécule, et si jamais cette molécule ne fonctionne pas de nouveau, là, je vais pousser vraiment les explorations. Alors, on pourrait se poser la question de faire les explorations plus tôt. On pourrait même se poser la question de faire des explorations avant. Et je pense que dans le futur, c'est vers ça qu'on va aller. C'est-à-dire que plus le temps va avancer et plus on va avoir des outils diagnostiques et plus on va pouvoir avancer avec des bilans biologiques particuliers ou des biomarqueurs en psychiatrie, plus on va aller vers de la médecine prédictive et personnalisée, et on va pouvoir essayer de prescrire dès la première fois un traitement qui a le plus de chances possible de fonctionner. Actuellement, c'est un peu compliqué de faire ça, et donc du coup on se dit bon bah cette enquête, on va essayer de la faire un peu plus tard, on se donne un peu de chance, mais en même temps, quand on dit qu'on donne des chances, l'idée c'est pas de se laisser croire, hein. L'idée c'est effectivement on prend un premier traitement, on le monte jusqu'à la dose maximale efficace tolérée. Si jamais au bout de quelques semaines on voit que ça ne fonctionne pas, il faut quand même qu'on se pose des questions, et effectivement dans ce cas on change de traitement. Et puis si la deuxième fois ça ne marche pas non plus, là franchement il faut faire des explorations. Et des explorations, je parlais tout à l'heure des recommandations de la FPBN. Ces recommandations détaillent avec pas mal de précision quelles sont les explorations à envisager en cas de résistance au traitement à deux lignes de traitement. Et donc oui, c'est important de faire un dosage plasmatique pour vérifier ce qu'il en est. Si jamais le dosage il n'est pas concordant, il faut faire des explorations pharmacogénétiques. Si jamais on se rend compte que le dosage il est concordant, et ben peut-être qu'on peut pousser. Si jamais on se rend compte que le dosage plasmatique il est trop bas, et ben en fait ça veut dire qu'il faut augmenter la dose, parfois même au-dessus de la dose maximale qu'il y a dans le Vidal.
et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a toute une réflexion à avoir à ce moment-là. Et puis, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des problèmes d'absorption, des problèmes, comme je disais, de comédication ou des maladies physiques qui peuvent masquer ou qui peuvent mimer la dépression. Donc évidemment, ça, en général, heureusement, on fait un premier bilan même dès le premier épisode avant même de mettre le patient sous antidépresseur. En général, c'est recommandé d'évaluer la thyroïde, d'évaluer s'il n'y a pas une anémie, s'il n'y a pas une carence en fer, s'il n'y a pas une carence en vitamines, s'il n'y a pas tout un tas de choses, s'il n'y a pas des problèmes de cortisol. Et ça, en général, on le fait même tout au début. Mais ça peut arriver parfois que les médecins ne le fassent pas au début parce que le patient a l'air d'être en excellente santé physique. Et donc, du coup, ils vont d'emblée, au bout de quelques séances, finir par prescrire un antidépresseur qui marche pas, etc. Et il y a forcément un moment où il va falloir faire un bilan plus généralisé sur la santé du patient pour vérifier s'il n'y a pas des carences vitaminiques, s'il n'y a pas des choses qui pourraient expliquer aussi pourquoi les médicaments ne fonctionnent pas ou pourquoi son état ne s'améliore pas malgré un traitement. Et ça, si le patient il le fait tout seul, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Parce que déjà, c'est pas forcément son rôle. Alors, c'est très important que les patients prennent conscience de ce qui leur arrive et qu'il y a un empowerment du patient, ça c'est hyper important. Mais c'est quand même beaucoup le rôle du médecin, je pense, d'accompagner cette question de la résistance et donc de pouvoir évoquer les différentes solutions avec son patient. Donc évidemment, ça nécessite d'être en confiance avec son médecin, ça nécessite de pouvoir lui dire quand les choses ne vont pas et quand les médicaments ne marchent pas, ça nécessite parfois de lutter contre les résistances du médecin qui va dire « mais si, regardez, vous allez un peu mieux, donc on va donner encore 2 mois, etc. » alors même qu'on a l'impression que finalement les choses n'ont pas beaucoup bougé. Globalement, voilà, il y a des choses qu'il faut faire avec un accompagnement médical. Et donc nous, d'ailleurs, ce qu'on demande sur Neurostime, c'est que les patients soient adressés par des médecins. C'est-à-dire qu'on prend rarement, voire quasiment jamais, de patients qui viennent par eux-mêmes en neurostimulation. On demande toujours à ce que le patient il ait un psychiatre traitant, qu'il ait au moins un médecin généraliste qui ait bien fait son travail avant et qui puisse adresser le patient. Déjà parce que comme ça nous permet d'avoir des antécédents, ça nous permet d'avoir le chimiogramme, c'est-à-dire la liste des médicaments qui ont été prescrits, pour combien de temps, quelle durée, etc. Donc vraiment, on essaie d'avoir des informations assez fiables. Si jamais le patient n'a pas de médecin, ce qui peut arriver, que le patient n'ait plus de psychiatre traitant ou n'ait plus de médecin généraliste, auquel cas ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord une prise en charge psychiatrique sur le cabinet, avant d'adresser en neurostimulation. Donc c'est-à-dire qu'il y a un des médecins éventuellement du cabinet qui prend en charge le patient. Si jamais le patient n'a pas de traitement, on lui introduit un traitement, et puis on refait l'escalade depuis le début. Donc c'est un peu ça l'enjeu pour nous, c'est de nous assurer finalement que l'escalade thérapeutique qui doit amener à la neurostimulation a été bien réalisée, et on fait des bilans de résistance si jamais on se rend compte que le patient n'a pas répondu au traitement. Et après, il y a plein de raisons de résister au traitement. J'ai parlé d'absorption, de tout un tas de trucs, mais parfois c'est une erreur de diagnostic. Quand je dis que c'est une erreur de diagnostic, c'est typiquement traiter une dépression bipolaire uniquement avec des antidépresseurs, alors qu'en fait, il aurait fallu mettre des régulateurs d'humeur, etc. Ça fait partie des choses à réévaluer. Donc, au moment où le patient ne répond pas à 2 lignes d'antidépresseurs, le médecin, il doit se poser évidemment la question de la bipolarité. Alors, normalement, on se la pose au début, mais il faut évidemment se la reposer dans ce moment où on a l'impression qu'il y a une résistance au traitement. Et il faut refaire une enquête, et parfois c'est à ce moment-là qu'on va aller essayer de demander à la famille de manière plus précise s'il n'y a pas des symptômes évocateurs. On va peut-être aller plus loin dans l'exploration diagnostique, etc. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment en partenariat entre guillemets avec son médecin, et c'est difficile de le faire forcément tout seul. Il y a trop de choses à évoquer et de choses à évaluer. Ouais, non, totalement. Après, on a pas mal parlé dans le podcast de la relation et le partenariat avec son psychiatre, comment communiquer, parce que c'est le nerf de la guerre, au final. Maintenant, c'est un petit peu dans l'idée de se dire, ouais, tu parlais d'empowerment, mais vraiment de se dire, voilà, on peut aussi être acteur et on peut aussi aller voir son psychiatre en disant, j'ai pu me renseigner un petit peu sur ce sujet-là, ce que d'ailleurs vous faites en écoutant, et puis qu'est-ce que vous en pensez, etc. Il y a un autre point qui m'intéressait énormément, parce que il peut y avoir des problématiques cognitives sur la bipolarité. Est-ce que la neurostimulation peut être utilisée pour de la remédiation cognitive? Parce qu'on en a parlé un petit peu brièvement, mais voilà, je suis curieux de t'étendre un petit peu le sujet concernant, on va dire, plutôt la bipolarité. Alors oui, on peut coupler la RTMS
à de la remédiation cognitive sur ordinateur, par exemple, ou même avec de la remédiation cognitive faite par une neuropsychologue. En fait, on va plutôt associer les deux. C'est-à-dire qu'on va faire de la remédiation, donc on va faire du réentraînement cérébral, entre guillemets, avec sur l'ordinateur des tâches cognitives, des tâches d'entraînement, sur la mémoire, sur la concentration, sur l'attention, sur l'exécution de certaines actions, de manière à réentraîner le cerveau. Et en ajoutant de la neurostimulation en même temps, actuellement, il y a certaines études qui montrent que ça fonctionne mieux que quand on ne rajoute pas de neurostimulation et qu'en fait, la combinaison des deux est supérieure à chaque technique prise isolément. Donc oui, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Je ne crois pas qu'il y ait forcément beaucoup d'études, mais il faudrait que je revérifie la littérature qui ont été faites sur la remédiation cognitive spécifiquement dans la bipolarité. Ça, il faudrait que je le revérifie. Mais par contre, on sait que dans les dépressions qui ont des troubles cognitifs, effectivement, ça, on a vu. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est dans les troubles neurodégénératifs, hein, donc tout ce qui va être mild cognitive impairment. Donc, en gros, c'est des états un peu avant justement la maladie d'Alzheimer ou la maladie d'Alzheimer elle-même. Et ben, on va avoir la possibilité de faire de la remédiation cognitive et de la RTMS en même temps. Et ça, globalement, malheureusement, évidemment, ça ne règle pas la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est pas un traitement curatif ni quoi que ce soit. Par contre, ça peut stabiliser les choses pendant plus longtemps. C'est-à-dire que quand ils ont fait des études sur deux groupes, ils ont fait pareil une stimulation placebo dans un groupe et puis ils ont fait une stimulation active dans un autre groupe. Et ben les patients qui avaient eu la stimulation placebo, malheureusement leur score sur les échelles d'évaluation des fonctions cognitives déclinait avec le temps, alors que ceux qui avaient bénéficié du traitement actif leur score se maintenait. Voilà. Donc on sait qu'il y a des actions effectivement sur la cognition et sur les fonctions cognitives grâce à la neurostimulation, mais c'est pas encore quelque chose d'extrêmement développé spécifiquement dans la bipolarité, par exemple. Alors que ça pourrait être intéressant de le faire, hein, bien sûr. C'est vraiment ça qui est hyper intéressant, c'est que tu ouvres un peu un nouveau monde là-dessus de la psychiatrie. Parce que l'air de rien, un côté patient, j'ai des fois un petit peu l'impression que bon, on n'a pas évolué aussi vite que d'autres spécialités en santé. Et notamment au niveau médicamenteux, au niveau même de la psychothérapie. Alors que là, j'ai l'impression que dans la neurostimulation, ça va vite, il y a plein d'essais cliniques, il y a plein de choses qui fonctionnent, et j'avoue que ça donne espoir. Ça fait plaisir à entendre le côté prédictif, le côté ultra personnalisé, le fait de faire des tests en amont de proposer un traitement, parce que pour te donner ma situation, et je suis pas le seul, concrètement, moi, j'ai fait ma première dépression, j'avais 19 ans, j'ai été diagnostiqué à 29 ans. Et puis, à peu près à chaque fois que j'allais voir un psychiatre, c'était au bout de un quart d'heure, 20 minutes. Bon, on sait pas trop tester tel antidépresseur sans vraiment avoir beaucoup d'éléments, que ce soit sur pas de test sanguin, etc. Et un petit peu de bon, on va tester ça parce que la personne fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut, avec le fait qu'elle a pas beaucoup de temps. Et ils font réellement ce qu'ils peuvent. Mais voilà, c'est vrai que de voir qu'il y a des choses qui avancent et qu'on va faire du prédictif vers du personnalisé avec des tests, c'est génial. Je sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Oui, je pense que c'est un domaine qui est en train de se dynamiser et qui est assez important. L'intérêt de la neurostimulation et la raison pour laquelle c'est très dynamique, c'est parce que comme c'est très indépendant des laboratoires, parce qu'en fait il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique qui gère la neurostimulation, c'est quelque chose qui a été beaucoup pris par les équipes médicales elles-mêmes et qui a été beaucoup pris par les unités dans les CHU. Il y a beaucoup de dynamisme autour de ces techniques-là parce que il y a un enjeu surtout de scientifique. Donc les gens travaillent sur ces questions-là. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que ce dynamisme est en train de gagner aussi la question des médicaments. Parce que la question de la médecine prédictive ou la question de faire des tests biologiques avant, etc., est aussi en train de se poser par rapport au traitement médicamenteux, avec des tests biologiques qui sont en train de sortir pour la prédiction de la réponse au traitement antidépresseur ou pour etc. Donc il y a tout un tas de tests biologiques qui vont sortir dans les années qui viennent. Et ça, je pense que ça va redynamiser notre spécialité. Parce que oui, on avait le sentiment, jusque dans les 10 dernières années, d'être dans une spécialité un peu vieillissante, dans le sens où il n'y avait pas de grande révolution thérapeutique depuis la découverte de certains traitements. Il y avait une petite révolution avec les nouvelles formes de psychothérapie, avec tout un tas d'autres choses. Là, en gros, on est en train de vivre
je sais pas si le mot révolution est peut-être un peu fort quand même, mais on est en train de vivre quand même deux nouveaux axes qui sont hyper intéressants. C'est vrai qu'il y a la neurostimulation, il y a les thérapies psychédéliques, et puis il y a tout le champ de la médecine prédictive, personnalisée, biomarqueurs, etc., qui est en train vraiment de rentrer dans la psychiatrie. Et on est tous en train d'essayer de chercher des marqueurs de réponse au traitement et des marqueurs précoces. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup d'essais et beaucoup d'études pour essayer de se dire, bon, voilà, je sais que mes médicaments et même mes techniques de neurostimulation, elles mettent du temps à agir. Ça, j'en ai pas parlé, mais quand je disais tout à l'heure qu'il fallait 6 semaines parfois pour faire une cure de RTMS, c'est parce qu'en fait, l'efficacité, elle arrive après la 3e semaine à peu près. Au bout de au moins 15 séances, c'est là qu'on voit vraiment l'efficacité. C'est pour ça que quand on fait que 10 séances, globalement, on est plutôt sur de l'effet placebo. Mais on voit vraiment que ça décolle de l'effet placebo après la 15e séance. Et donc, du coup, on sait que ça met du temps. Et on sait que malheureusement, tout le monde ne va pas répondre, même à la RTMS. Comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près que 60% des gens qui vont répondre au traitement. Alors, avec certains protocoles, on appelle par exemple le protocole de Stanford, qui est un protocole ultra accéléré de neurostimulation. On va faire 10 séances par jour pendant 5 jours, avec un protocole de ciblage particulier, etc. Et une technique de stimulation qu'on appelle Theta Burst. Enfin voilà, donc c'est un paradigme particulier de stimulation. Eh ben, on va avoir 80% de rémission, entre 60 et 80% de rémission, c'est-à-dire de patients qui n'ont quasiment plus de symptômes à la fin de la cure. Voilà, donc ça c'est un autre protocole qui est un peu mis à part, mais c'est un protocole ultra intensif, on va dire. Dans la majorité des protocoles standards, effectivement, il faut 6 semaines et il y a à peu près 40% des gens qui ne répondent pas. Et la logique, d'ailleurs, de la résistance est à peu près la même. C'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu? Comme pour les médicaments, il peut y avoir des problèmes d'interaction, d'absorption, machin. Et ben là, peut-être qu'ils n'ont pas répondu parce qu'on n'a pas ciblé la bonne zone, ou parce que on n'a pas donné la bonne comédication, ou parce que il n'y avait pas suffisamment de ci ou de ça, ou parce qu'on n'a pas fait de psychothérapie en même temps. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent expliquer que les 40% de gens, qu'il y ait 40% de gens qui ne répondent pas correctement à la RTMS. Et donc il y a un énorme enjeu pour essayer de savoir qui va répondre, qui va pas répondre. Et ça, c'est à la fois valable pour les médicaments et pour la RTMS et pour toutes les techniques en réalité, et pour tous les médicaments, et ça c'est même valable pour toute la médecine. C'est-à-dire que pour le traitement de l'hypertension, ou le traitement de, je sais pas moi, de l'insuffisance cardiaque, ou le traitement de n'importe quoi, eh ben, les traitements ne marchent pas à chaque fois. Il y a toujours un pourcentage de gens qui ne répondent pas aux médicaments sans qu'on sache trop pourquoi. Donc, cette question de la résistance au traitement, finalement, ou de la non-efficacité des traitements chez certaines personnes, elle se pose pour tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de développer des tests prédictifs où l'idée, c'est de se dire, bah voilà, je vais faire par exemple une première séance de RTMS et je vais prendre des marqueurs avant-après. Je vais prendre des marqueurs cardiaques, des marqueurs biologiques, des marqueurs sur l'électroencéphalogramme, des marqueurs, etc. Et je vais regarder l'effet de la RTMS sur l'évolution de ces marqueurs après 1 ou 2 séances. Et en fonction de cette évolution, je vais voir si jamais à la fin de la cure, au bout des 6 semaines, eh ben, j'avais des choses dans les biomarqueurs que j'ai pris au tout début qui me permettent de savoir quels patients vont répondre et quels patients vont pas répondre. Ça nous permettrait finalement, si on revalide ce genre de test, eh ben, pour les gens dans le futur, eh ben, on leur fait le même test et on dit, bah voilà, lui, il a une probabilité de réponse qui est de 95% avec cette technique-là, et de 80% avec cette technique-là, et de 70% avec celle-là. On va choisir celle où il a 95% de réponse. Et c'est pareil avec les médicaments. Avec les médicaments, ben, si jamais on voit que le patient, il a 90% de chance de répondre à telle molécule et telle molécule, on va préférer celle-là plutôt que les autres. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de la médecine prédictive qui est en train d'essayer de s'appliquer à peu près à tous les champs de la médecine, et la psychiatrie, heureusement, est en train de prendre le train. Alors le train, il a déjà démarré dans beaucoup d'autres spécialités, hein. Clairement, quand on regarde en oncologie ou quand on regarde dans d'autres domaines de la médecine, ils en sont très loin. Ils font des traitements très personnalisés qui sont quasiment sur mesure pour telle molécule ou telle molécule, etc. Nous, on en est encore très loin en psychiatrie, mais on est en train de monter à bord du train et on est en train d'essayer d'avancer sur ces sujets. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dynamisme sur ces questions et que la plupart des CHU et la plupart des gens qui veulent travailler sur la science de la psychiatrie travaillent sur ces sujets. Ouais, mais c'est bien de voir ça parce que toi, tu es à la pointe justement de la recherche, des essais cliniques. Mais c'est vrai que on le voit un petit peu moins de notre côté patient. Mais ça fait plaisir de voir que c'est bon, on va vers ça et que les prises en charge vont vraiment changer et qu'on va arriver justement à faire du prédictif, on va arriver à... Moi, ça m'a toujours un petit peu fait halluciner, pour être franc avec toi, de se dire que
en fait, je vais avoir n'importe quel problème de santé, on va aller me faire des tests sanguins, on va aller me faire un IRM, etc. Et qu'en psychiatrie, j'arrive et puis en fait, on va tester un petit peu au petit bonheur de la chance. Et heureusement, il y a des médecins qui sont hyper compétents et qui ont quand même cette expérience. Maintenant, dans les faits, bon, on va dire qu'il y a des choses à améliorer, mais on y va et ça, c'est cool. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que on y va. Ça sera pas pour tout de suite. C'est-à-dire qu'on va rester très empirique pendant très longtemps encore, malheureusement. Hein. C'est-à-dire que comme tu dis, actuellement, la façon dont un psychiatre réfléchit par rapport à un patient, c'est de manière empirique, à la fois sur les symptômes. C'est-à-dire que il prend à la fois une photographie de l'état en cours du patient, il essaie de l'interroger sur un maximum de symptômes en cours, et il essaye de regarder un peu le film qui précède. Hein. Il essaie de regarder aussi ce qui s'est passé avant et quels étaient les symptômes d'avant. Et ils essaient de se faire une image mentale de la pathologie éventuelle du patient, sachant que c'est multifactoriel, qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Il y a la psychologie du patient, il y a la vie du patient, là, il y a l'environnement du patient, il y a les interactions du patient, il y a la chimie du patient, il y a la chimie du cerveau du patient, mais il y a aussi la chimie globale du corps, hein, c'est-à-dire le microbiote. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte pour qui participent finalement à l'état de quelqu'un, que c'est très compliqué de se faire une vraie représentation des choses. Mais le psychiatre actuellement, il a pas le choix, il le fait uniquement avec le discours du patient. Parce que oui, il peut faire quelques tests biologiques standards, mais ça lui donne pas une information incroyable, ça lui permet de trouver s'il y a des pathologies qui éventuellement peuvent mimer la dépression, comme je disais tout à l'heure, l'hypothyroïdie, des problèmes de cortisol. Mais ça va pas lui permettre de savoir plus que ça ce qu'il en est. Et donc, du coup, il se fait son avis par rapport au discours. Et une fois qu'il s'est fait cet avis par rapport au discours, il va agir de manière empirique aussi sur la prescription des médicaments. À savoir que souvent, ils ont leur préférence, ils ont leur expérience. Et il va y avoir des psychiatres qui vont toujours mettre plus ou moins telle séquence d'antidépresseurs. Il y en a d'autres qui vont essayer d'adapter en fonction du profil, métabolique du patient. Si jamais le patient est un peu en surpoids, il va préférer tel médicament. Et puis si le patient, au contraire, il est très maigre, il va préférer tel médicament. Et puis si le patient, il a des problèmes de poids ou des problèmes d'appétit, il va préférer un médicament qui donne faim, etc. Enfin, en gros, il va peut-être choisir son médicament en fonction de certaines caractéristiques du patient. Mais ça reste un peu, entre guillemets, de l'expérience et du pifomètre, hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très empirique. Si ça fonctionne, tant mieux. Et puis si ça fonctionne pas, il essaye autre chose. Et puis si ça fonctionne pas, il essaye autre chose, et ainsi de suite, quoi. Et on se retrouve effectivement avec des patients parfois qui ont essayé 18 médicaments et qui ont essayé un peu toute la pharmacopée, et c'est compliqué. Donc malheureusement, on en est encore réduit à ça, parce que tant que ces marqueurs prédictifs ou tant que ces aides biologiques ou ces examens de neuroimagerie ne feront pas partie de la routine, on n'arrivera pas à faire autrement, entre guillemets. Pas vraiment le choix. C'est-à-dire, on doit rester empirique et on fait au mieux. En fait, on va essayer de faire au mieux, sachant qu'une façon de faire au mieux, c'est quand même d'essayer de proposer des régulateurs d'humeur un peu plus tôt, probablement, chez les patients résistants, et donc d'appliquer les recommandations qui sont sortis. C'est effectivement, si jamais on voit que les médicaments marchent pas, d'aller un peu plus vite peut-être sur des techniques de neurostimulation, sur des techniques alternatives. C'est de toujours mettre de la psychothérapie dans la boucle, parce qu'il y a quand même certains patients. Moi, j'ai une consultation qui est dédiée à la résistance à Saint-Antoine. Parfois, on a certains patients qui viennent, ils ont essayé plein de médicaments, ils n'ont jamais essayé une seule technique de psychothérapie. Alors après, il y a tout un tas de débats sur l'accessibilité de la psychothérapie. Il y a plein de patients qui nous disent, oui, mais j'ai pas les moyens. Et au CMP, en fait, j'ai pas pu en faire parce que il y avait un délai d'attente qui était trop important. Ou alors ils nous disent, en fait, j'ai essayé une première technique de psychothérapie, mais ça a pas collé avec le psychothérapeute. Ou alors ça a collé avec le psychothérapeute, mais la technique était pas forcément adaptée à la pathologie du patient. Enfin voilà, il y a un million de configurations qui font que parfois il y a quelque chose qui manque dans l'équation et le patient n'a pas pu aller au bout d'une psychothérapie. Donc ça, évidemment, il faut s'assurer qu'il y a une vraie psychothérapie qui a été mise en place à côté, en parallèle finalement du traitement, et que les deux fonctionnent un peu en synergie. Mais voilà, la problématique à laquelle on est confronté, c'est que pour pouvoir valider tous ces tests, pour pouvoir valider les nouvelles stratégies thérapeutiques, pour pouvoir valider tout ça, il faut faire des essais. Donc il faut faire des essais cliniques, il faut faire des études scientifiques, et actuellement, on est quand même très limité par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de mal à recruter des patients, par exemple, dans les essais cliniques. Il y a actuellement en France à peu près 2000 essais en psychiatrie et en neurologie. La psychiatrie et la neurologie, c'est les deux spécialités où on recrute le plus difficilement les patients. Et du coup, ça crée des problématiques énormes parce que pour un investigateur, donc l'investigateur, c'est le médecin qui participe à l'essai et qui essaye de valider, qui essaye de faire passer les échelles aux patients, qui voit avec lui pour le traitement. Enfin voilà, l'investigateur, c'est celui qui est au contact du patient et qui fait l'essai. Pour un investigateur, c'est hyper douloureux de participer à un essai pendant 2-3 ans de sa vie
et qu'à la fin, on lui dise, en fait, l'essai, il ferme parce qu'on n'a pas réussi à avoir assez de patients pour participer. Ou alors, on lui dit, et ça c'est quand même plus souvent, heureusement, on lui dit, on va rajouter encore un an de délai. On va rajouter une extension d'1 an. On était censé finir cette année, mais finalement, on n'a pas atteint notre nombre de patients suffisant. Hop, on va remonter, on va rajouter encore 1 an. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées à la fois pour les investigateurs, c'est compliqué pour les promoteurs d'essais cliniques, c'est-à-dire pour soit pour les CHU qui justement veulent faire des essais cliniques, soit pour les sociétés savantes, soit pour les laboratoires évidemment pharmaceutiques qui essaient de valider leurs médicaments, parce qu'ils ont du mal à avoir finalement suffisamment de gens. Et sachant qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que dans la recherche, il y a 2 types de recherche. Il y a la recherche académique qui est faite par justement les hôpitaux, et il y a la recherche industrielle qui est faite dans les hôpitaux, mais pour le compte d'un industriel. Voilà, parce que globalement, tous les essais cliniques actuellement se font dans les mêmes endroits. C'est-à-dire que c'est les mêmes services qui font à la fois des études académiques et des études industrielles. Donc c'est les mêmes personnes finalement qui vont gérer les deux types d'essais. Et donc du coup, la recherche académique et la recherche industrielle n'ont pas une super bonne presse, parce qu'il y a eu plein de scandales pharmaceutiques, parce qu'il y a l'idée que les laboratoires industriels, la seule chose qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent et qu'ils cherchent des cobayes. Enfin voilà, il y a tout un tas de réflexions sur ce sujet. Et pourtant, quand on regarde les choses, évidemment qu'il y a eu des problèmes, évidemment qu'il y a eu des scandales industriels, évidemment que les laboratoires, c'est des industries lucratives et que il y a des questions de financement, il y a des questions d'argent évidemment dans ces milieux-là. Il n'empêche que si on n'a pas de médicaments pour traiter, on peut pas traiter. Et il n'empêche que si on n'a pas de patients pour valider les choses, on n'avancera jamais. Et je parle pas que des médicaments industriels. Des fois, il y a des essais académiques sur des médicaments qui sont connus depuis 20 ans, 30 ans. Donc l'idée c'est pas de se dire le but c'est d'être un cobaye dans un essai clinique. Le but c'est de se dire il y a des essais cliniques qui parfois nous permettent de vraiment avancer et de faire avancer la recherche, de faire vraiment avancer la science. Et en plus, pour le patient, ça lui permet d'avoir accès parfois à des thérapies en avant-première. C'est-à-dire que typiquement là il y a la kétamine qui a été validée, l'eskétamine qui a été validée et qui est recommandée en première ligne, la kétamine qui est validée qui est recommandée en deuxième ligne. Ça c'est des choses, les patients auraient pu y avoir accès il y a 5, 6, 7, 8 ans dans des essais cliniques par exemple, alors que voilà, ça fait que depuis 2-3 ans finalement qu'ils y ont accès en routine. Pareil pour la psilocybine ou pareil pour tout un tas d'autres molécules avec des essais cliniques qui sont en cours, des patients qui pourraient en bénéficier probablement, mais comme les gens ne seront pas au courant, forcément les gens ne vont pas aller toquer à la porte des hôpitaux pour leur dire moi je suis intéressé par tel essai. Et puis les médecins ne sont pas au courant non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de médecins qui sont absolument pas au courant qu'il y a des essais en cours, et quand ils sont bloqués dans une prise en charge, plutôt que de remettre un antidépresseur, un énième antidépresseur ou une énième ligne thérapeutique, peut-être que ça pourrait être intéressant pour eux de regarder les essais cliniques et de se dire tiens, là il y a un essai clinique sur une molécule par exemple, je sais pas moi, qui va avoir des effets neuroplastiques, ou sur une technique de neurostimulation, ou il y a un essai actuellement sur un combo entre 2 molécules. Ça vaudrait le coup quand même de voir si on n'y va pas. En fait, la balance bénéfice-risque pour un patient est en général favorable au fait de faire l'essai. Et ça, on le sait pourquoi, parce qu'il y a un comité de protection de la personne. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui ont pour objectif de vérifier l'éthique des essais cliniques et qui regardent bien les données préliminaires et qui regardent bien tout ce qui a été fait et qui disent effectivement, là clairement la balance bénéfice-risque pour un patient, c'est de rentrer dedans, c'est de rentrer dans cet essai. Donc voilà un petit peu sur la partie des essais cliniques. Je pense que c'est un milieu qui va être extrêmement dynamique dans le futur, et probablement que la psychiatrie va se dynamiser aussi sur la partie de recherche clinique. Ouais, et d'ailleurs je mettrai le lien de Klein, parce que c'est vrai que c'est hyper important, et c'est de se dire aussi que l'air de rien, quand on est dans une situation en tant que personne concernée où on a essayé plein de choses, où ça fonctionne pas, ça fait des années que, hélas, on est en dépression, on alterne des phases trop significatives, on demande des hospitalisations, il y a des solutions. Alors les solutions, c'est justement pour ça qu'on en parle ensemble, Alexis, c'est du coup tout ce qui est neurostimulation, où il faut se poser la question, et puis il va y avoir tous les essais cliniques qui permettent d'avoir accès à des traitements qui aujourd'hui ne sont pas accessibles autrement. Et on a quand même de la chance en France, l'air de rien, voilà, c'est quand même assez bien fait. Et c'est toujours, je pense qu'on se pose pas assez la question, on voit toujours les 0,001% de ça va mal se passer. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que les gens ont peur d'aller prendre l'avion, alors que personne n'a peur de prendre, je sais pas, un scooter à Paris. Et c'est un peu aberrant, alors que l'un est un peu dangereux que l'autre.
Tout à fait, c'est exactement ça. Puis il faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'il y a certaines spécialités dans lesquelles rentrer dans un essai clinique, ça fait partie presque de l'escalade normale thérapeutique. Si on regarde en oncologie, le patient il résiste à 2 lignes de chimiothérapie, on lui propose quasiment obligatoirement un essai clinique parce qu'on sait que ça a une chance au moins de le sauver. En psychiatrie, les gens réfléchissent pas comme ça et pourtant c'est quand même assez dommage dans la mesure où on est une spécialité avec quand même une morbimortalité assez importante, hein. C'est-à-dire que la qualité de vie de quelqu'un qui souffre d'une dépression qui est chronique ou qui résiste, elle est quand même très altérée. Et puis parfois, il y a un risque non négligeable même de suicide, forcément. Donc du coup, c'est parfois des enjeux vitaux. Et on peut dire que quelqu'un qui va avoir comme ça une dépression sévère qui résiste, hein, effectivement, une des alternatives, outre celle dont j'ai parlé tout à l'heure dans les recommandations, etc., pourrait être également effectivement de rentrer dans un essai clinique pour essayer de s'en sortir. Donc oui, en France, on a ces possibilités-là. Mais oui, il y a tout un tas de biais, il y a tout un tas de représentations qui vont à l'encontre de tout ça et qui font que les gens vont plutôt avoir tendance à parfois rester dans leur traitement en cours et vont avoir des craintes très importante à l'idée d'aller voir un CHU ou d'aller dans un centre expert ou d'aller dans un essai clinique ou d'essayer une alternative comme la neurostimulation. Oui, mais il faut pas oublier une chose aussi, c'est que quand on est en phase de dépression, on a un voile noir devant les yeux, hein, on a une perte d'optimisme, on a tout un tas de symptômes qui font que on voit toujours le pire scénario et donc du coup, ça fait partie presque des symptômes de la maladie que d'être réticent à l'idée de faire quelque chose qui pourrait potentiellement faire sortir de la maladie, parce qu'on imagine tout de suite que ça va pas marcher. On imagine que ça va être encore une épreuve. On voit ça comme une montagne de rentrer dans un essai clinique ou d'aller dans un centre de neurostimulation où on sait qu'on va devoir venir quasiment tous les jours pendant 6 semaines. Parfois, il y a certains patients qui nous disent mais je me sens trop mal pour venir tous les jours. Et en fait, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'ils sont trop mal à cause de la dépression. Et du coup, cette dépression les empêche donc ces patients-là, parfois, on les hospitalise. Mais on sait aussi que le fait de sortir tous les jours, le fait de s'activer tous les jours, le fait de marcher tous les jours, de s'exposer à la lumière tous les jours, d'aller voir quelqu'un tous les jours et de discuter avec l'opérateur de RTMS, le médecin, l'infirmier, la secrétaire, etc. Ça a des effets, en fait, thérapeutiques aussi. C'est-à-dire que dans une cure de RTMS, il faut bien imaginer qu'il y a les effets thérapeutiques de la stimulation, mais il y a les effets en fait globaux de la cure qui sont liés effectivement à l'activation comportementale, c'est-à-dire le fait que le patient il va bouger, il va sortir, il va marcher, il va voir du monde, et puis que effectivement les 15 premiers jours vont être difficiles, mais il va y avoir des effets au bout du 15e jour, entre la 15e, entre la 3e et la 4e, 5e semaine, donc il va y avoir quelque chose qui va bouger. Et du coup, ce quelque chose qui va bouger, ça va faire que forcément, il va être plus volontaire pour sortir et ça va faire un effet d'entraînement et un effet boule de neige, quoi. Et du coup, ça va permettre de faire un vrai tremplin pour sortir de la dépression. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Et c'est pareil pour les essais cliniques. Dans un essai clinique, même quand on est dans le groupe placebo, c'est-à-dire que même quand on n'a pas le traitement actif, par exemple, en fait, on vient 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine à l'hôpital. On discute avec les médecins. On a toute cette activation comportementale. On fait des échelles. Donc, du coup, il y a des gens qui s'intéressent réellement aux symptômes qu'on présente. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des effets placebo qui sont forts dans certains essais. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont en dépression résistante. Ils font un essai clinique. Et même dans le groupe placebo, on voit qu'il y en a 20, 30, 40% des gens qui s'améliorent de manière très significative et quasiment à la fin de l'essai, ils sont en réponse ou en rémission. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre du comportemental, de l'ordre de l'étayage qui était à mettre en place. Et pour eux, c'était pas un problème que chimique. Mais par contre, il y avait une dimension psychothérapeutique qui probablement manquait, ou un étayage qui manquait, et ça les aide. Et donc, c'est pour ça que pour nous, ce qui est important, c'est de voir la différence entre le placebo et le traitement actif. Donc, nous, ce qu'on voit surtout, et ce qui nous intéresse, c'est de voir tous ces patients-là bénéficient du même environnement et du même étayage, et de la même, entre guillemets, prise en charge presque psychothérapeutique lors de l'essai clinique ou lors de la cure. Mais il va y avoir 20, 30, 40%, 50% de patients qui répondent plus dans le groupe actif. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même un certain nombre de patients pour lesquels, en fait, c'est la chimie du cerveau qui était à prendre en compte aussi, et pour lesquels, agir sur le métabolisme, ça va jouer, ou donner le médicament, ça va jouer, etc., etc. Donc, ça, c'est des enjeux, effectivement, qui sont assez importants à mettre en avant. Oui, je te rejoins tellement parce que, en fait, c'est vraiment ça. Quand on est dans une dépression un peu intense,
on s'empêche de croire et d'espérer. Et c'est dur parce que il y a un peu un côté où, pour l'avoir vécu, où on a l'impression que rien peut nous permettre justement d'en sortir et que à quoi bon, entre guillemets, alors que, comme tu le dis, il y a plein de solutions et on a la chance d'avoir justement des médecins comme toi, Alexis, qui font avancer justement la recherche scientifique, qui font avancer un petit peu aussi même je pense le débat sur la neurostimulation, parce que moi j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, et grâce à toi d'ailleurs. Et, euh, et c'est ouf. Enfin, quand tu vois des témoignages de personnes qui sont sorties de la dépression, ça fait chaud au cœur et c'est génial. Et ça c'est vraiment la récompense. Enfin, nous, si on fait ce métier, c'est parce que on voit des patients qui s'en sortent, heureusement. Parce que si jamais on avait que des patients qui allaient pas bien, on ne pourrait pas tenir. Donc c'est vraiment parce que, heureusement, certains de nos médicaments fonctionnent très bien, certaines techniques de neurostimulation fonctionnent très bien, certaines psychothérapies fonctionnent très bien. Alors des fois, il faut trouver la bonne combinaison, il faut trouver les bonnes choses, et des fois, c'est très compliqué à trouver, mais quand on s'en sort, vraiment pour nous, on voit des patients qui se réaniment, quoi, qui revivent. Et ça, c'est quelque chose d'absolument, c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Et clairement, le symptôme dont tu parlais, à savoir ce désespoir tel qui fait qu'on est persuadé, on a cette espèce d'intime conviction quand on est au fond de la dépression, que de toute façon, ça sert à rien, qu'il y a rien qui marchera, etc. C'est vraiment un symptôme de la dépression, et c'est vraiment la dépression, c'est comme une sorte de parasite qui se greffe sur le cerveau et qui va aller souffler des idées et qui va aller comme un cancer. Moi, des fois, je vois ça comme un cancer de l'âme, où je me dis c'est vraiment quelque chose qui se fixe sur le cerveau et qui va aller métastaser et envoyer des idées comme ça, des idées hyper négatives qui vont prendre de la place, qui vont grossir, pour prendre après tout le champ quasiment de la pensée. Et on sait que ça n'est qu'un symptôme. On sait que c'est quelque chose qui, quand la dépression n'est pas là, disparaît. Et ça, c'est hyper important parce que ça montre que il faut toujours aller plus loin. Si le patient est désespéré à cause de sa dépression, si on est sûr qu'il n'y a pas autre chose, évidemment, il faut tester d'autres solutions. Il faut aller plus loin. On peut pas baisser les bras. On peut pas se dire non, tout est fini, il n'y a pas d'alternative, je ne peux plus rien pour vous. Ça n'existe pas. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a tout le débat sur l'euthanasie. Et en ce moment, j'ai vu ce matin ou hier une coupure de presse, enfin un article de presse sur une patiente qui va se faire euthanasier pour dépression. Je crois que c'est en Hollande. Et donc, clairement, ça, c'est des choses qui interrogent de manière très profonde, à la fois le rôle du psychiatre, le rôle de la société, la définition de la dépression, la définition de ce qu'on fait. Donc oui, j'en ai parlé il y a pas très longtemps de cet article. Je pourrais t'envoyer les liens si ça t'intéresse, mais en tout cas, clairement, dire à un patient ou une patiente qui est en phase de dépression, on peut plus rien pour vous, la solution c'est l'euthanasie, c'est quand même passer à côté de ce que c'est que la dépression, à savoir que c'est quelque chose qui est quand même épisodique, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, et que quand il n'y a pas de fin, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution, mais il y a toujours une solution, et qu'il y a une escalade thérapeutique à respecter. Et le problème, c'est que dans la plupart des pays où il y a une euthanasie pour raison psychiatrique, l'escalade thérapeutique n'est absolument pas respectée. C'est-à-dire que je crois qu'il y a plus de 50% des patients qui ont été euthanasiés pour raison psychiatrique dans certains pays qui n'ont même pas eu de sismothérapie, qui n'ont jamais eu de RTMS, qui n'ont pas eu de kétamine, qui n'ont pas eu d'IMAO, qui n'ont pas eu de tout un tas de choses. Et ça montre quand même un dysfonctionnement assez sérieux, à mon avis, de la société, de laisser des patients accéder à l'euthanasie, alors même qu'ils n'ont pas essayé les traitements de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne de la dépression. Voilà, ça c'est un enjeu à mon avis qui est important parce qu'en ce moment il y a tout un tas de débats sur l'euthanasie en France avec les lois à venir. Et heureusement, il semble dire que évidemment les populations qui souffrent de troubles psychiatriques ne seront pas éligibles à la technique. Mais on sait aussi que dans tous les pays qui ont démarré l'euthanasie, les patients qui souffraient de troubles psychiatriques n'étaient pas éligibles au début. Et ils sont devenus éligibles au fur et à mesure du temps. Et maintenant, quasiment l'intégralité des pays qui proposent l'euthanasie acceptent l'euthanasie pour raison psychiatrique. Alors évidemment, c'est très minime, c'est des pourcentages très restreints. Je crois que c'est moins de 2% des euthanasies, moins de 1% des euthanasies. C'est quelque chose de très minime. Mais il n'empêche que c'est un espèce de switch paradigmatique où on imagine qu'un symptôme, qui est la demande de mort, qui est le désespoir, on imagine que la réponse à cette demande de mort, ça va être la mort. C'est quand même
quelque chose qui, moi, me semble complètement presque délirant, de pas comprendre que c'est un symptôme et que c'est un symptôme qu'il faut combattre et que ce n'est pas une vraie demande de mort. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de choses qui sont en cours de discussion. Et voilà, donc ça, je pense que c'est aussi des enjeux assez importants à discuter dans le futur, mais voilà. Ouais, c'est un autre débat, mais Le débat, oui, là, je suis parti sur quelque chose qui avait rien à voir ni avec la neurostimulation ni avec les essais cliniques, mais clairement, c'est un sujet qui est assez flippant pour le coup. Non, mais c'est un sujet hyper important. Moi, j'avais une dernière question. Si tu avais une baguette magique, Alexis, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Ah ben, clairement, je changerais les politiciens qui nous gouvernent. Dans le sens où je pense qu'il y a une méconnaissance et une incompréhension des enjeux actuellement. Et clairement, en France, ce qu'il faudrait, c'est un grand plan santé mentale, comme il y a eu le plan cancer. C'est-à-dire que le plan cancer, hein, quand ils ont créé les INCa, les instituts du cancer, quand ils ont créé toutes ces choses-là, ça a révolutionné le traitement du cancer en France. Ça a permis de flécher des crédits pour la recherche, ça a permis de faire avancer les choses à un rythme hyper important. Et maintenant, la France, je pense, est dans les pays du monde où on traite le mieux le cancer et où on a réussi à sauver le plus de gens des cancers. Alors là, il y a tous les problèmes actuels hein, qui sont autre chose. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont liées à la santé publique qui font que même le plan cancer et même ces instituts-là sont en train de perdre de la vitesse. Enfin voilà, les diagnostics sont en train de prendre plus de temps. Il y a de moins en moins de personnel. Enfin voilà, il y a l'écosystème de la santé en France qui est en train de se dégrader de manière très significative. Et donc, du coup, forcément, ça impacte ce genre de choses. Mais à l'époque où ils ont fait le plan cancer, ça avait permis de donner un gain monstrueux. Ben, nous, ce qu'il nous faut en psychiatrie, c'est la même chose. Il nous faut un plan psychiatrie avec la création d'instituts dédiés, avec la création de moyens dédiés, avec un énorme travail à faire sur les déstigmatisations de la profession. Et ça permettra peut-être aussi d'attirer les futurs collègues. Il faut imaginer quand même qu'en psychiatrie, actuellement, malheureusement, il y a beaucoup de postes vacants. Il y a beaucoup de postes à l'internat qui sont pas pris. Donc, ça, c'est quand même assez désastreux. On sait qu'il y a beaucoup de psychiatres qui vont partir à la retraite hein, dans les années qui viennent et qu'il va y avoir un gap, il va y avoir un trou assez important au niveau démographique, au niveau de la psychiatrie, donc qui va être plus ou moins comblé en 10 ans, mais parce qu'il y a d'autres psychiatres qui vont arriver, etc. Mais globalement, on sait qu'il va y avoir ce trou à un moment. Donc ça, c'est vrai que c'est assez flippant. Mais surtout, il y a un désintérêt de la part des internes et de la part des externes, c'est-à-dire des étudiants en médecine de 5e, 6e année par rapport à la psychiatrie, parce qu'ils ont encore cette vision que la psychiatrie est une spécialité un peu vieillotte, dans laquelle justement il n'y a pas de bilan biologique, dans laquelle il n'y a pas d'exploration, dans laquelle, enfin, quand on interroge des externes, souvent pour eux, la vision du psychiatre, c'est un psychanalyste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assis sur une chaise, derrière son patient qui est allongé, et ils ont cette vision-là de la psychiatrie, alors que c'est pas la psychiatrie, c'est de la psychanalyse. Donc il y a une espèce de confusion dans la tête des gens aussi entre les différents psys. Et je pense que la psychiatrie c'est une spécialité médicale qui est assez proche de la neurologie d'ailleurs. Hein, je pense que, mais pas que, qui est aussi proche des sciences sociales, qui est proche de tout un tas de choses, qui est proche de la psychologie, qui est proche de voilà, c'est une spécialité qui est extrêmement vaste et qui est extrêmement méconnue et qui est extrêmement stigmatisée. Et je pense que ça, c'est quelque chose, certes, les médecins ont sans doute raté certaines choses et les psychiatres ont sans doute raté beaucoup de choses pour en arriver là, mais il y a une dimension politique. Et il faut qu'il y ait un soutien politique de la psychiatrie, et il faut qu'il y ait une envie de la part des gens qui gouvernent de redonner ces lettres de noblesse à la santé mentale et à la psychiatrie et en faire une spécialité de pointe. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'en est pas là. Donc voilà, si j'avais une baguette magique, j'aimerais changer les mentalités des gens qui prennent les décisions au niveau politique, hein, de manière à pouvoir modifier les choses à ce niveau-là et reflécher les crédits qu'il faut vers notre spécialité et faire en sorte qu'on ne peut pas la dernière roue du carrosse. Parce qu'actuellement, c'est quand même un petit peu le cas, alors même qu'on est responsable de 50% des dépenses de sécurité sociale. Hein. Donc on est quand même une spécialité qui en réalité est assez énorme en termes de volume et en termes de pathologie, de morbidité, comorbidité, etc. Et le problème, c'est que tout cet argent, il va dans les arrêts de travail, il va dans les hospitalisations, il va dans tout un tas de choses et il va pas ni dans le fonctionnement des services, ni dans la recherche, ni dans tout un tas de choses. Donc, je pense que voilà, il faudrait reflécher des crédits et donc faut changer les mentalités des gens qui prennent ces décisions.
Ça tombe bien, j'étais hier avec des députés pour faire un projet de loi justement sur les santé mentales. Et clairement, je te rejoins. Il y a un vrai truc à faire là-dessus. Bah, vraiment, je te remercie beaucoup, Alexis. C'était vraiment un grand plaisir. Et je vous dis vraiment merci aussi à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci beaucoup. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.